Alors, on va parler des coordinateurs et des superviseurs. On avait décidé d'une table ronde. On va profiter donc de la venue de Madame Marquer sur notre congrès. On est ravis de vous accueillir déjà, et que vous soyez restés toute la journée. Et ça tombe bien parce qu'on travaille avec Madame Marquer, la FARM et SAMU Urgences de France. On a travaillé sur les fiches métiers coordinateurs et superviseurs qu'on va vous présenter si vous ne les connaissez pas déjà. Et je vais laisser Madame Marquer vous dire quelques mots. Bonjour. Donc bonjour à toutes et tous. Je me présente peut-être un peu plus précisément. Donc je suis Mélanie Marquet. Je suis adjointe au sous-directeur des ressources humaines à la DGOS. Et donc je remercie vraiment vivement vos coprésidents de nous avoir invités. Ils ont invité la DGOS, donc le ministre s'est exprimé ce matin, et ils avaient aussi invité plus précisément la sous-direction des ressources humaines. Et on n'avait pas pu venir l'an dernier, mais cette année, on s'était dit que c'était important qu'on soit là, parce que ça a été rappelé en début de journée, mais l'année 2023 a quand même marqué un certain nombre d'avancées pour la profession. Et ces avancées, elles ont été permises par des échanges vraiment nourris et fructueux avec vos représentants, donc que je remercie vraiment chaleureusement et vivement. Et donc on termine cette journée aussi par des sujets RH, sujets de ressources humaines. On sait combien c'est important dans le contexte d'un accroissement de l'activité dans les centres d'appel, mais aussi le déploiement des SAS, dont le ministre a rappelé l'importance et l'enjeu que cela représente pour lui. Et donc dans cette perspective de travailler sur la profession et les perspectives offertes aux professionnels, on a initié un travail avec la FARM et puis SAMU Urgences de France sur la reconnaissance de deux fonctions particulières que sont les coordinateurs et les superviseurs. Alors effectivement, on va présenter les fiches métiers. Il y a une enquête qui vous sera présentée tout à l'heure et je suis particulièrement intéressée pour justement voir les résultats de ces enquêtes et pouvoir échanger avec vous sur ces points. Peut-être vous dire que en fait, sur cette reconnaissance, on travaille en 3 temps. En fait, on a 3 axes. Le premier axe, c'était ces fameuses fiches métiers. Parce que quand on avait commencé les échanges, on avait un référentiel qui avait été créé pour superviseurs. Et l'étape d'après, c'était comment on fait en sorte que dans les services, on reconnaisse ces fonctions, qu'on les distingue peut-être mieux que jusqu'à présent, et comment on assure aussi finalement une certaine homogénéité. C'est important de garder les enjeux d'adaptation locale et territoriale. On sait que d'un SAMU à l'autre, on ne fonctionne pas toujours de la même manière, mais il nous semblait important que l'on puisse s'accorder sur un socle commun, sur ce que c'est un superviseur et ce que c'est ou ce que fait le coordinateur. Et donc ça a été l'objet de ces échanges avec l'association. Et ensuite, on a rédigé des fiches métiers qui ont vocation à être publiées dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, donc qui sont passées devant les instances avec les organisations syndicales nationales en juin dernier, qui depuis sont publiés sur le site internet et qui doivent permettre au DRH de décliner les fiches de poste. Je le précise, ce ne sont pas des fiches de poste. Le ministère n'a pas vocation à rédiger les fiches de poste. Néanmoins, il produit ces fiches métiers qui servent de cadre national. Et c'est ce qu'on a publié en juin. Alors, les échanges d'aujourd'hui m'ont aussi laissé penser que peut-être qu'elles ne sont pas encore suffisamment connues. Donc, on va justement les présenter. Et puis, on a ce travail de continuer à les diffuser. J'ai évoqué 3 axes de travail pour reconnaître ces métiers. Je terminerai là-dessus, et puis après, on passera à la présentation des fiches métiers. Le deuxième axe, c'est d'inscrire dans les textes ces termes. Aujourd'hui, dans le statut des assistants de régulation médicale, on a le terme coordinateur, on n'avait pas le terme superviseur. Vous savez qu'on a un projet de modification de texte en cours. On a prévu d'inscrire ce terme et ce n'est pas que symbolique. Ça veut dire que demain, quand on travaillera sur les fonctions des assistants de régulation médicale, on pourra définir la fonction de superviseur. On aura une base en fait réglementaire puisque ce sera prévu dans le statut.
Et puis le troisième axe, c'est un axe sur lequel les travaux sont en cours. On n'est pas dans un niveau d'achèvement aussi proche que les deux autres axes. C'est les travaux qui vont s'engager sur la valorisation de ces fonctions. Et sur ce point, je pourrais éventuellement répondre à vos interrogations un peu plus tard, mais ce qu'on va chercher à définir, c'est un niveau de valorisation indemnitaire pour ces fonctions. Et cela, ce sera travaillé dans le cadre des travaux sur le régime indemnitaire de la fonction publique hospitalière. Comment ? Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on est dans un temps un peu... on n'est pas dans une immédiateté, parce que ces travaux-là, ils s'inscrivent en fait dans des travaux plus généraux sur la fonction publique hospitalière. Mais en tout cas, ce qu'on a entendu et ce que les résultats de l'enquête, je pense, nous aideront aussi à préciser, c'est qu'il faudra, à mon sens, que l'on identifie des groupes de fonctions spécifiques pour les coordinateurs et les superviseurs. Voilà, donc peut-être les fiches métiers dans un premier temps. Bon, elles arrivent parce que sur le site du ministère, parfois on est un peu bloqué, hein, on le voit aussi dans les hôpitaux, on a des liens qu'on a du mal à avoir. Voilà, et comme on a chamboulé un petit peu au dernier moment notre présentation, oui, merci Madame Marquet, pardon. Elles sont disponibles depuis le mois de juin 2023, ces deux fiches, elles ont été donc relues par les deux associations d'ARM, avant d'être validées en fait par la DGOS. C'est celle-ci ? Donc effectivement, ça répond au problème, c'est qu'un coordinateur et un superviseur ont parfois exactement les mêmes fonctions, ça dépend de comment on l'appelle d'un SAMU à l'autre. Donc le but, c'est quand même de distinguer ce qu'est un coordinateur et un superviseur. Donc on s'est appuyé un petit peu sur ce qui se fait et sur les textes qu'on avait déjà fait avec la SFMU. Donc un coordinateur ou une coordinatrice en assistance de régulation médicale, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ses activités ? De l'assistance et la conseil de formation des équipes et notamment des assistants de régulation médicale, apprenants et personnels en formation, en coordination. Il faut savoir que le coordinateur, c'est plus quelqu'un qui manage et qui est là pour les ARM en salle, d'accord ? Donc forcément, il forme aussi les nouveaux ARM. Le suivi opérationnel des salles en régulation SAMU, ça, c'est le flux des appels. Ça, je pense que il y en a beaucoup qui n'ont pas de coordinateur ou superviseur encore dans leur... Oui, très peu, donc je pense que vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. On en reparlera de toute façon après. Participer à la démarche de qualité du service et contrôle du respect des normes et standards de qualité, c'est un petit peu pour ça aussi que ça a été mis en place. Il faut respecter les protocoles. Il faut que dans les SAMU, on puisse s'appuyer sur quelqu'un pour qu'on travaille toujours de la même façon et que le patient ait toujours la même réponse. Hein. Enfin, c'est forcé d'avoir une réponse assez standard, on va dire. Participer à l'application des procédures de régulation et protocoles métiers. Donc ça, c'est pas toujours facile à faire passer en salle de régulation, mais il est vrai qu'il y a des protocoles qui existent dans une régulation médicale, et c'est aussi au coordinateur de faire attention qu'elles soient appliquées comme il se doit. Donc ça se fait aussi avec beaucoup de pédagogie, on est bien d'accord, mais c'est important aussi pour le service et pour se protéger, nous, en tant qu'ARM, et protéger le service, évidemment. Recensement, enregistrement des données, des informations liées à la nature des activités, recensement et suivi des événements indésirables. Donc là, c'est un point important. Je sais qu'en CEPHARM, il y a un module de qualité qui est fait et les événements indésirables en font partie. Souvent, les coordinateurs sont comme des gens d'expérience qui ne sont pas passés par les CEPHARM. Il faut avoir cette culture-là un petit peu de la qualité et de l'événement indésirable. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, il faut pouvoir faire remonter cette information à vos directions. Donc ça, c'est un point important quand même. Et donc, en étant en retrait de l'activité un petit peu front office, le coordinateur doit être capable de traiter ces événements indésirables. Ou au moins aider les ARM à le rédiger, en tout cas. Et le conseiller au cas où. Réception et traitement des appels téléphoniques dans un contexte d'urgence et de détresse. Et oui, le coordinateur de salle est aussi là pour prendre des appels quand l'activité le demande. Alors c'est toujours un petit peu compliqué pour ceux qui le font, c'est-à-dire que est-ce que je me mets à prendre des appels parce que je suis coordinateur, mais dans ces cas-là, je ne peux plus assurer mes fonctions de coordination de salle, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'appels, ou est-ce que je me mets plutôt en retrait, je viens aider mes ARM, sachant que je vais faire attendre un peu plus ces appels. C'est des choses qui ne sont pas faciles encore à juger, mais ça fait partie du métier. Donc ça demande un petit peu d'expérience. Donc on avait rédigé aussi les savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut pour être coordinateur de salle ? Qu'est-ce qu'on attend d'un coordinateur de salle ? Donc adapter son comportement et sa pratique professionnelle à des situations critiques, particulières dans son domaine de compétences. Donc c'est l'ARM normalement qui a de l'expérience, donc qui sait faire ces choses-là et qui les a déjà vécues. Former et informer des professionnels et des personnels en formation.
Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé, c'est normal, hein. Gérer et transmettre les données et utiliser les systèmes d'information. Le coordinateur, c'est aussi lui qui apprend aux ARM ou qui aide les ARM à utiliser correctement les outils et les systèmes d'information. Réaliser le reporting, rendre compte à sa hiérarchie. Là, c'est un petit peu, je pense, disparaître encore d'un SAMU ou d'un SAS à l'autre, en fonction des outils qu'on vous donne pour le faire, hein, tout ça. Mais on sait que dans la fonction SAS, le reporting et les informations vont être capitales. Il faut qu'on puisse faire remonter nos informations. Respecter les devoirs de réserve, bon, ça je le passe un petit peu, le secret médical, ça c'est pour tous les personnels, hein, hospitaliers. Sensibiliser, informer les personnels et les utilisateurs dans son domaine de compétences. Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle. On peut se douter qu'en tant qu'ARM d'expérience, on doit être capable de transmettre un petit peu notre métier, notre savoir-faire. Travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau, utiliser les logiciels métiers, évidemment. On sait aussi qu'il faut un petit peu de la maintenance de premier niveau, très souvent. Quand ça dysfonctionne, il faut que quelqu'un puisse intervenir rapidement quand les ARM sont déjà en prise d'appel en front office. Voilà un petit peu ce qui avait été écrit pour le coordinateur de salle. Ça vous paraît cohérent ou pas? On en reparlera un petit peu. Vous voulez qu'on... Peut-être juste préciser que sur le format, en fait, on est sur les formats classiques, hein, de toutes les fiches de poste. Donc, ce qui explique que voilà, on a parfois, on a des éléments sur les connaissances, les activités, savoir-faire, connaissances. C'est vraiment le format classique des fiches de poste. Et j'ai trouvé que nos échanges étaient particulièrement intéressants parce que effectivement, on voit qu'il y a des zones de recoupement entre les deux fiches, mais on a aussi travaillé à justement bien distinguer les deux et faire en sorte qu'à la lecture des deux fiches de poste, il y a parfois des zones de recoupement selon les contextes, mais on voit aussi une spécificité se dessiner. Et je pense que du coup, la deuxième fiche nous permettra de voir cela. Lesquels ? Non, on va passer à autre chose. Donc le superviseur technique logistique en assistance de régulation médicale. Alors il y a certains départements où vous avez des superviseurs que techniques. Reims, par exemple, donc plus dans la logistique et dans la technique, et vous avez d'autres SAMU, SAS qui utilisent des superviseurs tout court. Donc l'activité, on peut voir, comme disait Madame Marquet, qu'il y a des regroupements, accueil et accompagnement pédagogique des ARM. Ça a été rajouté sur cette fiche-là aussi, parce que ça dépend d'un SAMU ou l'autre, comme on l'a dit, hein, donc en fonction de comment c'est mis en place, ça peut être le superviseur aussi qui accueille, hein, et qui accompagne les élèves ou autres. Appui à l'expertise des équipements, installations, systèmes spécifiques au domaine d'activité. Donc là, c'est un petit peu logique, hein, en tant qu'expert métier, c'est lui aussi qui va participer, conseiller sur ce qui va se mettre en place dans la salle de régulation médicale, que ce soit des installations, des systèmes d'information, de téléphonie, tout ce que vous voulez. Il apporte sa touche expert métier, on va dire, d'accord ? Appui à l'organisation et au pilotage opérationnel des activités du fonctionnement des centres d'appel SAS-SAMU. Donc là, c'est très porté SAS, hein, mais pourquoi pas dans les SAMU à l'heure actuelle. Le pilotage opérationnel, c'est des choses qu'on va entendre parler énormément. C'est un petit peu quand même le domaine du SAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'élaboration et la mise en place des exploitations de tableaux de bord spécifiques au domaine d'activité. C'est ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, à quel moment, quelles sont... un petit peu toutes les données qui pourraient être intéressantes pour analyser, pour prévoir, pour faire remonter. L'implication dans les projets institutionnels rattachés à son domaine d'activité, comme on vous le dit, on trouve ça d'une importance capitale que l'ARM donne son avis d'expert métier dans tout ce qui se fait dans la régulation médicale. Donc il faut qu'il puisse venir un petit peu dans tous les projets institutionnels, même on va dire réfléchis avec la direction, de pouvoir apporter un petit peu son mot et son analyse. Participation à la gestion et au dimensionnement des moyens humains, financiers, techniques, à mettre en œuvre pour la continuité du service et lors de situations de crise sanitaire ou d'urgence collective. Donc là, je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde. C'est lui qui va dire on est assez, on n'est pas assez, il me faut ci, il me faut ça, en fait. On sait très bien que les cadres de santé de proximité, selon vos départements, ont peut-être un petit peu plus de mal sur le côté technique du métier. Donc ils doivent s'appuyer sur quelqu'un de plus expert, et ça serait plutôt le superviseur. Participation à l'élaboration des plannings des personnels.
Alors là, c'est vrai que c'est pas une obligation, mais c'est vrai que si vous avez quelques appointances, c'est quand même ça peut être un plus, que ce soit le superviseur qui s'occupe des plannings des ARM, connaissant un petit peu les circuits, le système, et ce genre de choses, quoi. Des ARM coordinateurs, des opérateurs de soins non programmés, et tous les étudiants, donc tout le personnel en salle, en fait. Alors c'est vrai que c'est pas inné déjà pour les cadres de santé de faire des plannings toujours. Donc pour des superviseurs, je pense que si vous avez aucune appointance là-dedans, hormis peut-être quelques formations, c'est pas toujours évident, mais il y en a qui s'en débrouillent très très bien. Participation à l'élaboration et l'actualisation des procédures de qualité. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos SAMU sur les procédures. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dédiés pour les mettre à jour, les faire évoluer? Souvent, c'est des choses qui ne sont pas du tout faites parce que tout le personnel est sur les appels et vous n'avez pas de personne pour le faire. Je pense que c'est quand même, encore une fois, utile que ce soit un expert métier, quelqu'un du métier, qui vienne apporter sa patte dans l'élaboration des plannings et déjà les mettre à jour. Hein. Donc lui, il n'est même plus en front office. Hein. Est-ce qu'il est vraiment un ARM, le superviseur? On s'est fait la réflexion quand on a fait le référentiel superviseur avec la SFMU. Qu'est-ce que devient le superviseur? À l'époque, pour nous, c'était plus un ARM, il fallait lui trouver une autre qualification. On n'a pas avancé encore sur ce sujet-là. Mais bon, lui, il a le temps, normalement, pour pouvoir réfléchir à l'élaboration des procédures. Participation au recrutement des ARM? Eh oui. Vous l'avez tous vu dans vos SAMU, c'est toujours recruté par l'encadrement, il n'y a toujours pas ni de coordinateur s'il n'y a que ça, ni de superviseur. C'est un petit peu dommage quand même que quelqu'un ne vienne pas voir un petit peu les personnes et donne aussi son avis. Alors on est bien d'accord que ça sera quand même l'encadrement qui fera son choix, mais une fois de plus, d'avoir un expert métier qui donne son avis et je pense que c'est quand même un plus. Traitement et suivi des événements indésirables. Là, c'est un petit peu comme le coordinateur. Le module de qualité va être un module qui va être très important dans l'avenir. Alors, comment on les forme, ça c'est pareil, je vous le dis. Mais la qualité de vie et de travail, la qualité sont des choses qu'il va falloir prendre en main. Je ne sais pas si c'est fait chez vous, en tout cas, c'est des choses dont on attend quelque chose, en tout cas. Les savoir-faire, ça va aller assez vite, adapter et faire appliquer les procédures relatives à son domaine de compétences, analyser et adapter son comportement, sa pratique professionnelle, notamment face. Bon, ça, c'est des phrases qu'on retrouve aussi chez le coordinateur. Concevoir, formaliser et adapter les procédures, protocoles, modes opératoires, consignes relatives à son domaine de compétences. Et oui, il va falloir écrire, il va falloir réfléchir, il va falloir donner son avis un petit peu d'ARM là-dessus. Évaluer la qualité des prestations et s'inscrire dans une démarche de qualité. Donc voilà, on sort un petit peu de ce qu'on sait faire, nous, en tant qu'ARM, quand même. Hein. Former et informer des professionnels de personnes en formation, gérer et transmettre les données et utiliser les systèmes d'information, organiser les activités, coopérer avec les différents acteurs, et j'en passe, je vous laisse un petit peu lire le reste, mais bon, on sort quand même des compétences initiales des ARM, mais je pense qu'on a quand même, dans les 3000 ARM en France, des gens qui sont capables de faire ce genre de métier. Certains s'amusent, s'adaptent, en prennent deux, c'est-à-dire un issu du métier, un issu du privé, de call center ou autre. Chacun a essayé de trouver un petit peu la bonne méthode pour que ça marche chez eux. Donc, à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça. Donc ça, c'est les fiches métiers qui sont sorties depuis le mois de juin et qui ont été revues et validées aussi par les associations d'ARM. Pour moi, c'est bon. On va vous présenter, on vous avait envoyé une petite enquête nationale, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était aux délégués qu'on avait sur nos départements pour savoir un petit peu où vous en étiez sur la mise en place des coordinations et de la supervision de salle, qu'est-ce que vous en faisiez, où ils étaient placés, pour faire un petit peu un retour sur ces métiers-là. Donc là, Delphine va vous présenter un petit peu ce que ça donnait. Juste avant qu'on commence, vous aviez des questions sur les fiches métiers? Hormis Eric. On n'essaiera pas de prendre trop de temps, on en reparlera à la fin parce qu'il y a toute une présentation après. Alors, bonjour, donc Jérémy du SAMU des Landes. Moi j'avais juste une question purement technique peut-être. Nous on n'a pas ni superviseur ni coordinateur et je me demande, au vu de la fiche de poste,
quel intérêt d'avoir intercalé un superviseur entre le cadre et les ARM? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value? Et quelle est la différence? Pourquoi pas avoir mis directement, en fonction de cadre, un ARM avec les fiches de poste superviseur? Alors, ce ne sont pas du tout les mêmes missions qu'un cadre, hein. C'est une mission transversale. Hormis les plannings, à la rigueur, il y a toujours un cadre qui restera là pour trancher, pour régler les problèmes, puisque c'est son travail de cadre. Le superviseur, vous avez vu que c'est plus dans des missions de qualité, de procédure, ce genre de choses, mais ça remplacera absolument jamais un cadre. Par contre, le cadre s'appuiera sur le superviseur pour bien comprendre ce qu'est une régulation. Pourquoi pas aller jusqu'au bout de la fiche alors? Sur le référentiel, c'est la question qu'on s'était posée il y a 2 ans. Qu'est-ce que devient ce superviseur? Est-ce que ça reste un ARM? Il faut qu'il soit issu quand même du métier d'ARM, puisqu'il faut connaître un petit peu les spécificités du métier. Mais est-ce qu'il doit rester un ARM? Ça, c'est la question, c'est pas à nous de le trancher. Nous, on a soulevé la question, effectivement. Le coordinateur, ça pose pas de souci, il prend des appels. Le superviseur, qu'est-ce qu'il devient? Pour indication, au SAMU 13, tous les coordinateurs ont passé le concours technicien supérieur hospitalier, donc TSH. Ils ont été tous reçus, donc ils ne sont plus ARM. SAMU en relation avec le médecin, comme le fait un cadre de santé lors des différentes missions qu'il a et des réunions, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Un seul superviseur ne peut pas coordonner l'activité opérationnelle et gérer. Moi, je parle en 85, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas possible. Nous, aujourd'hui, on a 2 superviseurs et 4 armes coordinateurs. D'accord. Donc, on en a un au quotidien en ARCO et on a les 2 superviseurs qui sont là. Et ils ont un boulot monstrueux, les superviseurs, à faire tous les stats pour la mise en place du SAS. Et clairement, ils n'ont pas leur place en régulation. Ils ont arrêté la régulation depuis 1 an et 4 ans. Et aujourd'hui, l'activité a tellement été monstrueusement augmentée qu'aujourd'hui, on n'a même plus faire du défrichage en fait. Alors, les Israéliens, ils ont il n'y a pas de souci. Mais si tu vois, ils sont tellement en total décalage de l'activité que eux sont vraiment plus statisticiens, logistiques. Et l'arme coordinateur, lui, va encore compenser l'afflux d'appels en médecine d'urgence ou en médecine générale. On prend juste une dernière question, mais de toute façon, on aura le temps d'en rediscuter à la fin de la présentation. Mais c'est vraiment une mission transversale, la supervision, qui est complémentaire, on va dire, de l'encadrement. Moi, j'avais une question pour Madame Marquet. Bonjour Madame, Éric Perret, je suis ARM au 74. Merci d'être venu déjà, merci de nous soutenir au travers de l'association AFARM. J'appartiens au groupe Board Régulation, piloté par Yann Penverne, et c'est vrai qu'on a écrit il y a 2 ans maintenant un référentiel, enfin les recommandations nationales pour le métier d'assistant de régulation médicale, le métier de superviseur en salle de régulation médicale. Et du coup, est-ce que vos fiches métiers se sont appuyées sur ce référentiel et puis, moi, peut-être ce qui me manque dans les fiches métiers, c'est le volet formation. Parce qu'on avait travaillé avec l'ANSESU également pour justement prévoir des formations pour ces superviseurs. Et aujourd'hui, dans les fiches métiers, on ne les voit pas. Est-ce que notre référentiel, c'est quelque chose que vous avez retenu pour élaborer vos fiches? Est-ce que c'est quelque chose qui est enterré, on ne le verra pas sortir? Ou est-ce que petit à petit, ça avance et on le verra émerger et il sera référentiel national?
Merci. Oui, tout à fait. J'aurais dû le mentionner en introduction, mais effectivement, la rédaction de ces fiches métiers, elle s'est appuyée sur le référentiel. Donc, on a retenu le format classique, je le disais, des fiches métiers du répertoire de la fonction publique. Donc, ce qui s'intégrait dans ces fiches-là, on a pu l'importer. Après, ça a été un travail qui s'appuyait sur différents échanges avec les associations, mais je le disais aussi, les fiches métiers, elles passent en instance au niveau national et donc elles ont évolué. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris directement le référentiel et ensuite ça a été publié. Et notamment, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais le sujet de l'articulation entre les superviseurs et les cadres, c'est un point qui a été aussi soulevé et discuté. Donc oui, le référentiel, il a déjà eu un premier prolongement dans ces fiches métiers. Après, reste un pan du référentiel qui n'apparaît pas effectivement dans les fiches métiers, qui est le sujet des modalités d'acquisition des compétences finalement que l'on demande à ces professionnels. À l'heure actuelle, on ne prévoit pas forcément de monter une formation ad hoc sur les superviseurs parce qu'on considère qu'il y a un certain nombre de compétences qui peuvent s'acquérir dans le cadre de formations qui sont déjà proposées à d'autres types de corps. Par exemple, M. Giroux mentionnait les plannings ou ce qui relève plus des RH. En fait, ce sont des formations que l'on propose déjà à d'autres types de personnel. Donc l'enjeu pour nous, c'était vraiment de pouvoir publier et faire de la publicité à ces fiches métiers. Encore une fois, ce sont des outils qui sont utilisés par les DRH. Et le chaînon, la suite logique, ce serait de se dire, mon superviseur, voilà les missions qui sont confiées dans le cadre de son poste, je vais l'accompagner en lui proposant des modules de formation. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une formation dédiée, j'en conviens. Mais pour le moment, on est plutôt dans cette optique-là. Parce que, et c'est le deuxième peut-être élément de réponse, les fiches métiers superviseurs, donc elles sont sorties en juin 2023, le référentiel de mémoire, il datait de 2021, je pense. De fin 2021, début 2022, il a été remis à la DGOS, oui. Et entre-temps, on a aussi eu le travail sur les SAS et le rôle de superviseur, il apparaît aussi dans le cadre du déploiement des SAS. L'instruction sur les SAS mentionne notamment les fonctions de superviseur. Donc on sent que c'est quand même une fonction qui a aussi évolué depuis 2021, qui va se nourrir encore des retours d'expérience sur les SAS. Et donc pour le moment, on n'a pas en tête de figer les choses dans une formation ad hoc. Mais bien évidemment, qui dit compétences un petit peu spécifiques par rapport au cœur de métier assistant de régulation médicale, dit sans doute besoin de formation. Merci. On va poursuivre sur l'enquête, Delphine, si tu veux bien. On la garde juste pour après Pas. En fait, la réponse que je vous donne, c'est que pour le moment, on ne porte pas cela au niveau national, en tout cas à court terme. On a des travaux importants avec les CEFARM pour augmenter le nombre de diplômés assistants de régulation médicale. Donc on les mobilise vraiment sur la formation initiale, mais aussi les dispositifs de formation continue, le dispositif transitoire, etc. Donc on a considéré que ce n'était pas la priorité. Après, peut-être que localement, il y a des choses qui se développent. Mais en tout cas, on n'est pas dans cette optique-là à court terme, encore une fois. Et aussi, vraiment, pour cette raison que je disais que l'on pense qu'il y a des modules de formation mutualisables, en fait. Hein. Donc, il y a aussi un enjeu d'optimisation des ressources. Merci. Delphine ? Oui, donc bonjour à tous, Delphine Pierre. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix. Donc, je suis ARM depuis 19 ans. En poste au SAMU 36, donc l'Inde, Châteauroux, jusque fin août 2023. Et depuis le 1er septembre 2024, je suis superviseur au SAMU 45 à Orléans. Donc. Et donc, on a réfléchi à tous ces métiers qui sont déjà mis en place dans la plupart des SAMU, sous des dénominations différentes, des chefs armes, des coordinateurs, des superviseurs. Et justement, on voulait faire un petit peu un tour de France
pour voir ces métiers, comment ils sont présentés dans vos différents SAMU. Donc pour cela, on vous a envoyé une enquête. Et donc, on va vous communiquer les résultats aujourd'hui. Donc il y a 87 SAMU qui ont répondu au sondage sur les 103 SAMU. Donc ça fait tout de même un bon taux de réponse, puisqu'on est monté jusqu'à 85%. On n'a pas eu de réponse de la part de certains SAMU, mais parce que le questionnaire s'est voulu assez large et que dans certains SAMU, ils ont une façon de mettre en place les superviseurs qui ne rentraient pas dans les questions qu'on a proposées. Et c'était compliqué pour eux d'y répondre, je pense. Donc 84% des réponses ont été rapportées par des armes, 16% des réponses ont été apportées par des superviseurs, coordinateurs ou cadres de santé. Alors, la première question, c'était « Disposez-vous de superviseurs armes ?» Donc, vous voyez qu'il y a 47% les SAMU qui ont répondu en possèdent, avec 44% qui n'en ont pas du tout. Et on a demandé aussi si pour certains c'était en prévision, parce que je pense que dans beaucoup de SAMU, il a été évoqué, mais c'est en cours. Donc pour 9%, c'est en prévision. On a demandé aussi s'ils étaient postés en salle de régulation, comme disait Brice tout à l'heure. C'est pas évident pour un superviseur de pouvoir se concentrer sur certains sujets quand il est en salle de régulation. Donc à 83%, ils sont postés en salle de régulation et à 17% non. On a demandé également s'ils étaient à temps plein, parce que c'est vrai qu'on a eu des rapports de certains SAMU qui nous disaient que des superviseurs étaient également armes. Donc à temps plein, oui, à 73%, 25% non et 2%. Effectivement, certains n'ont pas pu répondre aux questions, ils ne savaient pas exactement ce que les superviseurs faisaient. Quelles sont leurs amplitudes horaires et leurs jours de présence ? Donc à 73%, ça a été répondu semaine et week-end. 17% la semaine uniquement, du lundi au vendredi, et à 10% autres. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans vos SAMU, mais c'est vrai que les superviseurs, généralement, on les voit plutôt de jour que de nuit, en faisant une jonction avec l'équipe de jour et de nuit, le matin ou le soir. Enfin, c'est pour ma part le cas. Mission des superviseurs, donc vous avez vu les fiches, et puis là on a demandé un petit peu à tout le monde. Vous allez voir, il y a beaucoup de corrélations entre les coordinateurs et les superviseurs. D'ailleurs, je pense que beaucoup de coordinateurs ont plus des rôles de superviseurs et vice-versa, très certainement. Donc la mission des superviseurs, il y a la formation des nouveaux arrivants, élèves CFARM comme on a vu, la création des protocoles, les staffs pour les réécoutes de bande, prise d'appel en renfort. Donc dans les fiches métiers, vous avez vu que les superviseurs, normalement, ils ne devraient pas être en prise d'appel en renfort. La gestion des flux, la gestion des conflits, la gestion des relèves, la gestion du planning. Donc on a eu aussi des réponses sur préparer les JO. L'organisation de la salle, la relation avec les partenaires, le lien avec les SAS, gestion des pannes, matériel et des mises à jour de logiciels. Ça fait beaucoup. Sous quel statut sont-ils ? Donc 77%, ils sont sous le statut d'AMA, 6% adjoints au cadre, 2% TSH, 11% qui n'ont pas pu répondre parce qu'ils ne savaient pas exactement sous quel statut ils étaient, et dans les 4%, on a autre. Quels sont leurs avantages financiers ? Donc pour 40% d'entre eux, ils ont l'IFTS, après à savoir à quel taux, effectivement on n'a pas posé la question. Et autres à 60%, donc on a la prime ARM, fort heureusement j'espère qu'ils l'ont tous, 5 heures supplémentaires, la prime de technicité et les 5 points de NBI en plus. Alors, est-ce que la prime ARM est calculée au prorata de leur temps de supervision en salle de régulation ? Comme on a dit tout à l'heure, étant donné qu'il y avait des superviseurs qui passaient du temps aussi en régulation en tant qu'ARM, on a posé la question. À 58%, la prime leur est attribuée en totalité, et à 33%, ils ne savaient pas, et à 9% seulement, on leur a réduit sur leur prorata de travail. Donc on passe pareil avec les coordinateurs ARM. Alors les coordinateurs ARM à 58%, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas présents. À 29%, on en a, et à 13%, ils sont en prévision.
Sont-ils à temps plein? Donc oui à 33% et non à 67%. On vous diffusera je ne m'avance pas, mais on vous diffusera les résultats. Hein. Vous puissiez vous y pencher plus sereinement. Quelles sont leurs amplitudes horaires et leurs jours de présence? Donc à 44% la semaine uniquement pour les coordinateurs, à 47% la semaine et le week-end, 3% autres, 3% jour et nuit le week-end et 3% jour et nuit en semaine. Les missions des coordinateurs, vous allez retrouver beaucoup de missions des superviseurs et vice-versa. Gestion de la salle, extraction de données, procédures administratives, statistiques, gestion des événements indésirables, planning des armes, lien entre armes et l'encadrement, gestion des gardes, participation aux réunions, lien avec les partenaires, gestion des flux, appel chronophage et renfort décroché. Donc, quels sont leurs avantages financiers? Pour 75% d'entre eux, prime armes, 5 points de NBI en plus ou rien du tout. Et pour 25%, l'IFTS. Peut-être au même taux que les superviseurs, je ne sais pas, je ne peux vous dire. Est-ce que la prime arme est calculée au prorata de leur temps de coordination en salle de régulation? Non, à 56%, et oui, à 41%. On passe sur un autre métier qui est l'arme formateur en CEFARM. C'est vrai qu'on a parlé des fiches coordinateurs et superviseurs, mais on voit apparaître tout de même de plus en plus les armes formateurs en CEFARM. Donc à 62% non, vous n'en avez pas, et à 38% oui. Sont-ils à temps plein? Donc ceux qui... oui à 5%. Généralement, c'est plus du temps... c'est plus des mi-temps, donc 57% non, et en plus de leur temps de travail à 38%. Comment sont-ils rémunérés? Donc l'IFTS pour 3%, 38% autres, je ne saurais vous dire quoi, 47% sur des vacations et 12% ne savaient pas répondre à cette question. Est-ce que la prime arme est calculée au prorata de leur temps de présence en salle de régulation? Donc non pour 55% d'entre eux. 26% ne savaient pas et 19% oui. Voilà, là c'est des faits qui vous renvoient vers les fiches métiers que Brice a présentées tout à l'heure. Et la finalité, avez-vous des questions? Juste un petit point sur la dernière stat sur ceux qui forment en CEFARM. En fait, il y a des ARM qui avaient été recrutés pour être formateurs en CEFARM à temps plein. On s'est rendu compte qu'ils perdaient tout ce qui était en lien avec la régulation médicale, donc leur prime de régulation médicale et ce genre de choses. Donc eux allaient dépanner en CEFARM puisqu'il fallait des gens du métier, sauf qu'ils y perdaient financièrement énormément. Ils ne faisaient plus de week-end, ils ne faisaient plus de nuit. Donc ça, on en a discuté régulièrement avec nos tutelles. C'était, bon, comment on fait avec ces gens-là? Ils sont peu nombreux, mais il n'empêche que c'est handicapant pour eux. Donc souvent, ils ont trouvé par eux-mêmes, avec leur direction, des solutions alternatives, mais on n'a pas grand-chose d'écrit là-dessus. Et les autres sont souvent des vacataires qui viennent de façon ponctuelle faire des modules de communication, de SSE ou de tout ce que vous voulez. Et donc, ils sont payés par les formations continues. Donc, c'est encore un autre débat. Ça n'a rien à voir avec la régulation médicale où ils sont à 100%. Moi, j'ai une question pour la DGOS. Donc, Lilian, je suis superviseur au SAMU 31 ici à Toulouse. Donc à Toulouse, on a une singularité qui est un peu particulière, c'est que nous avons 2 chefs de salle, donc ils ne sont ni ARM coordinateurs ni superviseurs, ils sont là en fonction support, ils font les plannings et pas grand-chose d'autre. Et on a aussi 14 superviseurs et aucun coordinateur. Et en fait, du coup, notre encadrement, ils n'ont pas eu connaissance des fiches métiers de la DGOS. Donc moi, j'avais juste une première question, c'est est-ce que ces fiches métiers, ça peut permettre de faire un levier qu'ils sont obligés, entre guillemets, de suivre, ou c'est juste un guide par rapport à eux? Et je voulais aussi juste savoir, de façon générale, est-ce que les superviseurs et coordinateurs seront un jour obligatoires dans les SAS? Voilà. Vous voulez que je revienne? Oui. Merci pour vos 2 questions. Alors, nous, à la sous-direction des ressources humaines, en fait, on travaille sur... on reçoit les expressions de besoin pour faire en sorte que le service
fonctionne correctement, que l'on réponde bien aux besoins de l'organisation de l'offre de service. Et nous, dès lors, on va identifier les compétences nécessaires et puis mettre en face des statuts ou des éléments de rémunération qui conviennent. On n'est pas au stade vraiment de la formalisation des besoins. C'est-à-dire que mon service n'a pas vocation à dire pour qu'un centre d'appel fonctionne bien ou qu'un SaaS fonctionne bien, il faut, à partir de tant d'ARM, tant de superviseurs, tant de coordinateurs. Donc, je réponds déjà à votre deuxième question. Non, en tout cas, la sous-direction des ressources humaines n'imposera pas un schéma organisationnel type. Après, il y a des réflexions en cours, il y a une mission un rapport qui sera prochainement rendu sur les SaaS. Peut-être qu'il y aura des préconisations et des propositions dont les SAMU pourront se saisir. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas de schéma organisationnel qui est prévu. Et ensuite, sur votre question sur les fiches métiers, oui, c'est aussi pour ça que c'est très bien de venir à ce type d'événement et de pouvoir partager en direct avec vous, en plus des échanges qu'on a forcément aussi plus formalisés au niveau national. Côté des GOS, on s'était dit, c'est bon, on a fait le travail, les fiches métiers sont publiées et puis maintenant, elles vont être utilisées. Je m'aperçois que déjà, elles n'étaient pas forcément connues et ensuite peut-être qu'elles ne sont pas utilisées, donc ça c'est un travail qu'il faut que l'on va poursuivre, La FARM nous a déjà aussi proposé de les passer aux délégués, de pouvoir les remettre à disposition. Nous on a nos relais aussi RH, donc on va resensibiliser à l'existence de ces fiches et donc tout ce qu'on peut espérer c'est que cela aide à, encore une fois, à la fois homogénéiser un petit peu les fonctions, que vous sachiez demain, si aujourd'hui vous êtes superviseur à Toulouse et que demain vous passez superviseur dans un autre CFARM, que vous ne soyez pas trop déstabilisé parce que vous savez ce que ça veut dire superviseur. Et puis, voilà, pour que les établissements aussi, que ça aide à structurer l'organisation. Encore une fois, on ne prétend pas imposer un modèle d'organisation, mais on donne des outils qui doivent permettre d'améliorer l'organisation et de donner une juste reconnaissance aussi aux professionnels qui prennent des responsabilités ou qui assument des missions un peu différentes de leur cœur de métier. Exactement. Le problème, c'est que ces fiches, elles ne sont pas connues de la profession, elles ne sont pas connues de nos DRH et encore moins de nos encadrements. Donc c'est votre rôle aussi en tant qu'ARM de proposer ces fiches-là et de leur montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire et de mettre en place. Et encore une fois, je l'ai redit, mais je le redis, ce sont des fiches qui ont été construites grâce à l'association et grâce aux travaux qui avaient pu être faits en amont, mais ce sont des fiches qui ont été vraiment validées dans les instances nationales, auxquelles siègent les organisations syndicales, auxquelles siège la FHF. Enfin voilà, elles font consensus. En fait, on est arrivé à une définition partagée de ces fonctions. Donc c'est aussi important et normalement, c'est censé leur donner du poids à ces fiches métiers. C'était une base nécessaire. Ce qu'on voit à travers ce que nous a présenté Delphine, c'est qu'il y a plein de missions qui sont nécessaires en back-office. Il faut que ces missions restent dans les mains des ARM. Maintenant, qui les fait ? Qui fait quoi ? C'est un petit peu ça, l'analyse de tout cela. On a toutes ces missions, qui les fait ? Et donc c'est là où c'est un petit peu le flou entre les SAMU et les SAS. Et chacun a commencé de son côté à les confier au coordinateur, au superviseur. Maintenant, il faut essayer de remettre les choses comme elles sont, mais on ne va pas tout défaire non plus. Mais ça nous donne une base, les fiches métiers nous donnent une base. Oui, bonjour Madame Marquet, je voulais revenir sur le fait que vous disiez qu'il n'y aurait pas de normalisation, ni ce ne serait pas imposé, que vous ne pouviez pas imposer aux différents SAMU ces différents métiers. Moi j'ai peur que dans certains SAMU qui n'ont pas la chance d'avoir des chefs de service aussi attentifs à leurs ARM, que du coup il n'y ait pas d'évolution pour cela. Et que voilà, comme ils se sentiront pas obligés de le mettre en place. Donc on voit beaucoup de choses qui évoluent et dans certains SAMU, il n'y a rien qui évolue puisqu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc ça, c'était une première chose. Et puis j'avais une question par rapport au sens de hiérarchie. Est-ce que le poste de superviseur ou de coordinateur donne une notion hiérarchique ? Voilà, est-ce que par rapport au cadre, ou enfin, quelle est la notion de hiérarchie, s'il y en a une ?
Sur la première question, pour moi, il y a deux choses. Il y a est-ce que le SAMU, pour correctement fonctionner, a besoin de ces missions-là ? Il y a ce que l'on doit confier à ces personnels. Et là, c'est là où je vous dis qu'il y a une marge d'adaptation locale. Les SAMU ne fonctionnent pas tous de la même manière et que, en tout cas, la sous-direction en charge de la régulation de l'offre, à ce jour, n'a pas en tête d'imposer un schéma cible. Après, la deuxième question qui est peut-être sous-jacente, c'est est-ce que lorsqu'on confie à est-ce que ces missions existent, mais elles sont confiées à un ARM qui ne bénéficie pas d'une reconnaissance de la fonction de superviseur ou coordinateur. Donc là, c'est une deuxième question. Et de nouveau, les fiches métiers, elles doivent aussi permettre à un moment, parce qu'on a présenté fiche coordinateur et superviseur logistique, mais on a aussi la fiche assistant de régulation médicale. Les trois fiches, elles sont ensemble. Donc c'est aussi, je ne dis pas que c'est évident, hein, mais à nous de sensibiliser les directions des ressources humaines, où dès lors où elles demandent à un assistant de régulation médicale d'effectuer certaines missions spécifiques d'appui logistique, dire qu'en fait ça correspond peut-être à une autre fonction. Et de fait, dans les travaux sur le régime indemnitaire que j'évoquais, il y aura toute une phase d'identification des fonctions et de classer en fait des personnes selon les fonctions. Donc finalement, cet exercice-là, à un moment donné, il va être nécessaire. Sur votre deuxième question... Ah oui, la hiérarchie, oui. Alors, en fait, non, coordinateur et superviseur, on peut... Alors, je m'en remets aussi au terrain, mais en tout cas, il n'y a pas de notion de hiérarchie au sens strict. C'est-à-dire que c'est bien le cadre qui conserve la hiérarchie. Oui, voilà. Il peut y voilà, l'ordre hiérarchique. Il peut y avoir peut-être après, au niveau fonctionnel, des modes d'organisation, mais normalement, non. Hein. Ouais, il faut me confirmer. Je voudrais juste rebondir sur les fiches métiers. Madame Marquet, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais ces outils que vous avez mis en place, pour moi, ça correspond vraiment à nos outils à nous tous. Et ces fiches métiers, c'est vraiment important de se les approprier, d'en discuter avec vos cadres, parce que votre hiérarchie, c'est le cadre de santé, le cadre de pôle. C'est vraiment avec eux que vous allez pouvoir discuter et dire, voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir mettre en place au moins tout ou partie de ce qui est sur les recommandations, parce que ce sont des recommandations nationales qui sont faites par la DGOS, et quand les cadres vont présenter vos propositions au directeur d'hôpitaux, eh bien, ça sera sur proposition de la DGOS. Et c'est ça qui est intéressant. Je le vois comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous, et notamment, il y a plusieurs questions qui ont tourné autour de ce sujet, et c'est tout à fait normal, hein, la notion de hiérarchie et de place de chacun. Je pense que cela peut être un peu sensible de dire on positionne un coordinateur ou un superviseur, et que devient le cadre. Là, vous avez des fiches qui ont été, encore une fois, partagées avec l'ensemble des parties prenantes, et conçues dans une idée que chacun pouvait avoir sa place, et que c'était une complémentarité qui était posée, et pas une substitution ou une concurrence. Donc c'était aussi pour cela, à mon avis, que c'était une étape importante en fait, que l'adoption de ces fiches au niveau national, quand bien même les fonctions étaient déjà existantes par ailleurs. Pour les SAMU où il n'y a pas de superviseur ou de coordinateur, faut savoir que avec la généralisation du SAS qui doit se faire avant l'été d'après notre ministre, les ARS pointe le fait que dans vos SAMU, SAS, il doit y avoir ce type de poste. Ça fait partie de la recommandation, donc il faut appuyer dessus. Et cette notion de hiérarchie, c'est vrai que c'est aux yeux des ARM, vous êtes ARM, vous êtes avec vos collègues ARM, et quand vous prenez ces postes de coordination-supervision, ça vient forcément se confronter avec vos collègues ARM. Oui, mais pourquoi lui, il me dit ça, et pourquoi lui, il fait ça? On sait un peu comment ça se passe dans les SAMU, et un petit peu tout ce qui peut se produire autour, parfois un petit peu comme on dit cours d'école, mais c'est un peu logique aussi. Et effectivement, il n'y a pas de lien hiérarchique strict, mais c'est aussi aux encadrements et à tout le monde de faire évoluer ces mentalités-là. Il vaut mieux que tout ça reste dans les mains des ARM, je vous assure, que ça glisse ailleurs. Donc il faut travailler en bonne intelligence. Un ARM d'expérience peut aussi prendre ces postes-là, et il faut aussi il faut être tendre avec tout ça, on va dire. Mais il faut que ça reste chez nous. Eh ben, merci beaucoup, merci Delphine de la présentation.